En 1952, dans les bureaux de McDonnell Aircraft Corporation à Saint-Louis, un ingénieur nommé Dave Lewis regardait ses plans avec une frustration à peine dissimulée. Personne ne voulait de son avion. La marine américaine avait déjà refusé le projet une première fois, convaincue que le Grumman XF9F9 et le Vought XF8U1 suffisaient amplement pour couvrir le besoin en chasseurs supersoniques. Ce que Lewis ne savait pas encore, c'est que le monstre qu'il tentait de faire naître sur ses feuilles de papier allait un jour faire trembler le ciel du Vietnam et réécrire les règles du combat aérien pour les décennies suivantes. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, lorsque McDonnell avait lancé ses études internes sur l'évolution du chasseur F-3H Demon. L'objectif initial était simple, améliorer les performances d'un appareil déjà en service, lui donner plus de mordant, plus de vitesse, plus de portée. L'une des versions étudiées promettait une vitesse de Mach 1,97, ce qui était déjà remarquable pour l'époque. Une autre version, baptisée en interne Super Demon, poussait encore plus loin les ambitions de l'équipe. En septembre 1952, McDonnell présenta officiellement ce Super Demon à la marine. Les amiraux écoutèrent, posèrent quelques questions, puis commandèrent une maquette grandeur nature. Et puis, plus rien. Le projet fut annulé sans cérémonie. Pour n'importe quelle autre entreprise, c'eût été la fin de l'histoire. Mais Lewis et son équipe refusèrent d'abandonner. Plutôt que de repartir de zéro, ils décidèrent de retravailler leur conception existante en l'orientant vers un chasseur-bombardier polyvalent. En octobre 1954, McDonnell reçut une lettre d'intention de la marine pour la construction de 2 prototypes. C'était une victoire, mais une victoire fragile, car lorsque les officiers de la marine se présentèrent au quartier général de Saint-Louis, ils arrivèrent avec un cahier des charges entièrement nouveau. La marine n'avait plus besoin d'un chasseur pur. Elle disposait déjà du Douglas A4 Skyhawk pour les missions d'attaque au sol et du F8 Crusader pour les combats rapprochés. Ce qu'elle voulait désormais, c'était un intercepteur de défense de flotte capable d'opérer par tous les temps, de nuit comme de jour, capable de monter vite, de frapper loin et de survivre dans un environnement hostile. Lewis prit note et modifia une nouvelle fois son projet. Ce fut à ce moment précis qu'il prit une décision qui allait transformer l'avion pour toujours. Il ajouta un 2e siège. Lewis était convaincu que la complexité des combats aériens modernes dépassait les capacités d'un pilote seul. La gestion du radar, l'analyse des données, la navigation à haute vitesse, la coordination des tirs de missiles, tout cela exigeait une 2e paire d'yeux et de mains. Un officier de système d'armes prendrait place derrière le pilote, dédié exclusivement à la détection et à l'engagement des cibles. Le prototype qui en résulta fut désigné XF4H1. Il était propulsé par 2 turboréacteurs General Electric J79, chacun capable de développer près de 8000 kg de poussée avec la post-combustion. L'appareil n'avait rien d'élégant. Son nez était massif, ses entrées d'air anguleuses et ses stabilisateurs horizontaux anèdres lui donnaient une silhouette étrange, presque agressive, que les pilotes allaient bientôt surnommer avec une affection mêlée d'ironie. Sa conception fut un compromis permanent entre les exigences contradictoires de vitesse, de charge utile et de manœuvrabilité. Le 27 mai 1958, le pilote d'essai Robert C. Little prit les commandes de cet appareil sur la piste de Lambert Field à Saint-Louis. Le décollage fut sans incident, la montée en vitesse aussi. Mais lorsque Little franchit la barrière du son pour la première fois aux commandes du XF4H1, quelque chose changea dans l'histoire de l'aviation américaine. L'avion tenait ses promesses de manière spectaculaire. Les données recueillies lors de ce premier vol dépassaient les prévisions les plus optimistes de l'équipe de Lewis. Ce que personne n'imaginait encore, ni les ingénieurs de McDonnell, ni les amiraux de la marine, c'est que cet avion, né d'une série de refus et de compromis, allait établir 16 records mondiaux de performance en vol dès l'année 1959. Vitesse absolue, altitude absolue, taux de montée, des chiffres qui faisaient pâlir tous les concurrents occidentaux et soviétiques.
Un avion conçu dans la frustration, rejeté 2 fois, remanié dans l'urgence, était en train de devenir le chasseur le plus redoutable que les États-Unis aient jamais produit. Et le pire, pour ses ennemis futurs, était encore à venir. Quand le F-4 Phantom entra officiellement en service avec la marine américaine en 1961, les pilotes qui s'installèrent pour la première fois dans son cockpit furent frappés par une contradiction brutale. Devant eux se trouvait l'avion le plus rapide, le plus puissant et le plus lourdement armé que les États-Unis aient jamais mis en ligne. Et pourtant, dès les premières heures de prise en main, une évidence s'imposait. Voler dans cet appareil relevait d'un combat permanent contre la machine elle-même. Le Phantom n'avait aucun des équipements que les pilotes de sa génération commençaient à considérer comme acquis. Pas de système de gestion de vol, pas de GPS, pas d'écran de navigation synthétique, pas de système vocal pour alerter l'équipage en cas de danger imminent. Les instruments étaient regroupés dans le bas du tableau de bord, ce qui obligeait les pilotes à baisser la tête en permanence pour lire les données. Dans un avion capable de couvrir plusieurs kilomètres en quelques secondes, cette fraction de seconde passée les yeux baissés pouvait être fatale. Les appareils modernes placent leurs écrans au niveau du regard, directement dans le champ de vision du pilote. Le Phantom, lui, exigeait une discipline physique et mentale hors du commun pour compenser ses lacunes ergonomiques. L'officier de système d'armes assis derrière le pilote n'était pas là pour admirer le paysage. Sa charge de travail était écrasante à chaque mission. Il gérait le radar AN/APQ-72, interprétait les retours d'écho, calculait les paramètres de tir des missiles, surveillait les systèmes de l'avion et communiquait en temps réel avec le pilote sur les menaces détectées. Les 2 hommes devaient fonctionner comme un seul organisme, sans jamais se voir, séparés par quelques dizaines de centimètres d'acier et de câblage. Lorsque l'un des 2 commettait une erreur d'interprétation, les conséquences étaient immédiates et souvent irréversibles. Mais la décision qui suscita le plus de colère parmi les pilotes de chasse fut celle de supprimer le canon interne. Le Phantom fut conçu à une époque où les théoriciens militaires américains étaient convaincus que le combat aérien du futur se déroulerait exclusivement à distance, grâce aux missiles. L'idée de tourner autour d'un adversaire pour l'aligner dans un viseur semblait appartenir à la Première Guerre mondiale. Les missiles AIM-7 Sparrow et AIM-9 Sidewinder devaient suffire à détruire tout ennemi avant même qu'il soit visible à l'œil nu. Le canon fut donc retiré, jugé inutile et encombrant. Ce raisonnement s'effondra dès les premières semaines de combat au-dessus du Vietnam. Les règles d'engagement américaines imposaient aux pilotes d'identifier visuellement leur cible avant de tirer, ce qui annulait immédiatement l'avantage théorique du tir longue portée. Une fois à courte distance d'un MiG nord-vietnamien, le Phantom se retrouvait sans canon, contraint de manœuvrer pour placer un missile dans des conditions de tir acceptables, pendant que son adversaire, beaucoup plus léger et agile, lui tournait autour. Les missiles Sparrow, par ailleurs, affichaient un taux de fiabilité catastrophique dans les conditions réelles de combat. Sur les tirs effectués pendant les premières années du conflit, une proportion alarmante de Sparrow refusait simplement de fonctionner correctement, que ce soit à cause de l'humidité tropicale, des vibrations en vol ou de défauts de fabrication. L'arme censée rendre le canon obsolète transformait régulièrement les Phantoms en chasseurs désarmés face à leur cible. La réponse tactique fut d'emporter des nacelles canons externes, le SUU-23 contenant un canon rotatif M60 et un Vulcan. Cette solution résolvait partiellement le problème, mais dégradait les performances aérodynamiques de l'appareil et réduisait sa charge utile disponible pour les autres armements. Un avion, présenté comme le summum de la technologie de son époque, se retrouvait à coller sous ses ailes un équipement de fortune pour pallier une erreur de conception fondamentale. C'est dans ce contexte tendu que la marine engagea ses Phantoms pour la première fois au combat. Le 5 août 1964, dans le cadre de l'opération Pierce Arrow, des F-4 décollèrent des porte-avions USS Ticonderoga et USS Constellation pour frapper des installations militaires nord-vietnamiennes en représailles aux incidents du golfe du Tonkin. Ces frappes marquèrent l'entrée officielle des États-Unis dans le conflit vietnamien.
Le Fantôme venait de quitter les pistes d'essai pour les zones de guerre réelles, emportant avec lui toutes ses contradictions, une puissance brute sans équivalent et des lacunes opérationnelles que ses équipages allaient payer de leur vie dans les mois suivants. Le printemps 1965, au-dessus du golfe du Tonkin, ressemblait à n'importe quel autre matin de patrouille. Le lieutenant Terence Murphy et son officier radar, l'enseigne Ronald Fagan, effectuaient une mission de couverture standard lorsque leurs instruments détectèrent une présence inattendue. Un MiG-17 chinois s'approchait de leur secteur. Murphy vira pour l'intercepter. Ce qui suivit dura moins de 2 minutes. Le MiG fut abattu. C'était la première victoire aérienne confirmée du F-4 Fantôme en combat réel et elle allait ouvrir une série de confrontations de plus en plus violentes dans les cieux vietnamiens. Mais cette victoire masquait une réalité bien plus complexe sur le terrain. Les équipages de Fantôme, qui rentraient à bord de leur porte-avions après les premières semaines de combats intensifs, décrivaient tous la même chose. Un avion capable de performances extraordinaires en ligne droite, mais profondément handicapé dès que le combat devenait tournoyant et rapproché. Le MiG-17 nord-vietnamien, plus vieux, plus lent, propulsé par un réacteur d'une génération antérieure, se révélait redoutablement efficace dans les virages serrés que le Fantôme, beaucoup plus lourd, ne pouvait tout simplement pas suivre. Les pilotes américains avaient été formés à des tactiques de combat à distance qui ne correspondaient plus à la réalité des engagements au-dessus du Vietnam. La marine enregistra néanmoins des résultats significatifs. Ces Fantômes abattirent 40 appareils ennemis pendant toute la durée du conflit, pour seulement 5 pertes en combat aérien direct. Ce ratio semblait flatteur jusqu'à ce que l'on examine les chiffres de plus près. Ces 40 victoires furent obtenues au prix d'un nombre considérable de missions, de missiles tirés et de carburant brûlé. Le Sparrow, censé être l'arme décisive de chaque engagement, affichait un taux d'échec en conditions réelles qui continuait de hanter les débriefings. Des dizaines de missiles quittèrent les rails de lancement pour disparaître dans le ciel sans jamais atteindre leur cible. Chaque missile raté signifiait un Fantôme momentanément désarmé face à un adversaire qui, lui, continuait de manœuvrer. Le corps des Marines vécut une guerre entièrement différente avec le même avion. Leur F-4 opérait depuis les porte-avions, mais aussi depuis les bases terrestres de Da Nang et Chu Lai, engagés principalement dans des missions d'appui rapprochées au profit des unités au sol. Ces missions étaient parmi les plus dangereuses du conflit. Voler bas, lentement, en ligne droite pour délivrer des bombes sur des positions ennemies à quelques centaines de mètres des soldats américains, exposait les Fantômes à une densité de feu antiaérien que les altitudes de croisière ne connaissaient pas. Les Marines perdirent 75 F-4 pendant la guerre. La quasi-totalité de ces appareils ne furent pas abattus par d'autres chasseurs, mais détruits par des tirs au sol, des missiles surface-air et la simple mitraille des positions défensives nord-vietnamiennes. Un chasseur supersonique de conception sophistiquée, détruit par des armes que n'importe quelle armée de second rang pouvait se procurer. L'armée de l'air américaine, dernière des 3 branches à adopter le Fantôme sous la désignation F-4C en 1963, hérita progressivement du fardeau le plus lourd du conflit. À mesure que les pertes du Republic F-105 Thunder Chief s'accumulaient sur les routes aériennes vers le nord du Vietnam, le Fantôme fut contraint d'assumer des missions d'attaque au sol pour lesquelles il n'avait pas été optimisé. Son rayon d'action, sa capacité d'emport de 18 000 livres de munitions et sa vitesse en faisaient une plateforme acceptable pour ces missions. Mais acceptable ne signifiait pas adapté. Les équipages de l'armée de l'air décrivaient des appareils surchargés de bombes qui perdaient une grande partie de leur maniabilité, devenaient des cibles prévisibles lors des approches de bombardement et devaient se défendre contre des MiG avec des missiles dont la fiabilité restait problématique. Ce fut pourtant dans ces conditions extrêmes que 5 équipages, un pilote de l'armée de l'air accompagné de son officier système d'armes et un pilote de la marine avec son officier radar, atteignirent le statut d'as en obtenant chacun 5 victoires aériennes confirmées à bord de leur Fantôme. Ces hommes représentaient l'exception absolue dans un conflit où la moyenne des engagements se soldait plus souvent par des missiles ratés et des appareils endommagés que par des victoires nettes.
Leur succès tenait autant à leur maîtrise personnelle et à leur capacité d'improvisation qu'aux qualités intrinsèques de leur machine. Le Fantôme leur donnait la vitesse et la puissance. Tout le reste dépendait d'eux. À partir de 1972, les officiers de l'armée de l'air nord-vietnamienne commencèrent à remarquer quelque chose d'inexplicable dans leur rapport de perte. Des MiG-21 disparaissaient du ciel sans que leurs pilotes aient eu le temps d'alerter leur contrôle au sol. Pas de signal d'alarme, pas de manœuvre d'évitement enregistrée, pas de témoignage de combat. Les appareils cessaient simplement d'exister sur les écrans radars nord-vietnamiens, abattus à des distances que personne ne croyait techniquement possibles pour des missiles air-air de l'époque. Les généraux à Hanoï ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas encore que leurs propres avions les trahissaient. Le dispositif responsable de ces destructions silencieuses portait le nom de code Combat Tree. Son équipement central était désigné APX-80, un récepteur de signaux transpondeurs installé sur une sélection restreinte de F-4 Fantôme de l'armée de l'air américaine. Les détails techniques exacts de son fonctionnement restaient classifiés des décennies après la fin du conflit. Mais le principe opérationnel, reconstitué à partir des témoignages d'équipage et de documents partiellement déclassifiés, était d'une efficacité redoutable dans sa simplicité. Chaque avion de combat nord-vietnamien embarquait un transpondeur, un émetteur automatique conçu pour répondre aux interrogations radar amis et permettre aux contrôleurs au sol de distinguer leurs propres chasseurs des intrus américains. Ce système, appelé IFF pour Identification Friend or Foe, était une technologie standard utilisée par toutes les forces aériennes du monde. Les Nord-Vietnamiens n'imaginaient pas une seconde que leurs adversaires pourraient un jour intercepter et décoder ces signaux depuis un cockpit en vol. C'est précisément ce que faisait le Combat Tree. L'officier système d'armes installé dans le siège arrière du Fantôme utilisait le dispositif APX-80 pour capter les émissions automatiques des transpondeurs ennemis. Ces émissions trahissaient non seulement la présence d'un appareil ennemi, mais aussi sa position précise, son altitude et son cap, le tout affiché directement sur l'écran du cockpit arrière sans que le Fantôme ait besoin d'allumer son propre radar de façon prolongée. Les Fantômes équipés de Combat Tree chassaient donc en silence partiel, invisibles au système d'alerte soviétique équipant les MiG, pendant qu'ils localisaient leurs cibles avec une précision chirurgicale. La tactique développée autour de cette technologie était désignée sous le nom de chasse en équipe Hunter-Killer. Un Fantôme équipé du Combat Tree jouait le rôle du chasseur silencieux, localisant et désignant les cibles à distance. Un second Fantôme, lui équipé d'un canon rotatif interne, se chargeait de l'engagement final. Ces équipes opéraient en coordination étroite, le premier guidant le second vers la cible sans que cette dernière ait la moindre conscience d'être traquée. Les MiG-21 nord-vietnamiens, appareils réputés pour leur agilité et leur dangerosité en combat tournoyant, étaient engagés et détruits avant même que leurs pilotes comprennent qu'ils étaient en danger. Les effets sur le moral et les capacités de la force aérienne nord-vietnamienne furent progressivement dévastateurs. Des escadrons entiers enregistraient des pertes impossibles à expliquer par les tactiques ennemies connues. Les pilotes nord-vietnamiens commencèrent à hésiter avant de s'engager, à demander plus fréquemment leur position à leur contrôle au sol, à effectuer des manœuvres défensives dans des situations qui n'auraient normalement pas nécessité de précautions particulières. Cette hésitation coûtait des fractions de secondes qui, en combat aérien, représentaient la différence entre la vie et la mort. Ce fut finalement l'analyse des communications radio interceptées par les stations d'écoute américaines qui permit aux officiers nord-vietnamiens de commencer à comprendre la nature du problème. Les transmissions entre pilotes et contrôleurs au sol révélaient une confusion croissante sur l'origine des pertes. Des enquêtes internes furent lancées. Des spécialistes soviétiques, conseillers techniques présents en nombre au Vietnam du Nord, furent consultés. La conclusion qui émergea progressivement de ces analyses était aussi humiliante que désastreuse. Les transpondeurs soviétiques embarqués dans leurs propres chasseurs émettaient des signaux que les Américains avaient appris à lire.
Leurs avions se dénonçaient eux-mêmes dans le ciel qu'ils étaient censés défendre. La réponse nord-vietnamienne consista à modifier les procédures d'utilisation des transpondeurs, à limiter les périodes d'émission et à changer régulièrement les codes. Ces mesures réduisirent partiellement l'efficacité du Combat Tree sans jamais l'annuler complètement. Les fantômes équipés du dispositif continuèrent d'enregistrer des victoires jusqu'à la fin des opérations aériennes américaines au-dessus du Vietnam du Nord. Le bilan total attribué directement à l'utilisation du Combat Tree par l'armée de l'air américaine représenta plusieurs dizaines de MiG détruits dans des conditions d'engagement que les pilotes nord-vietnamiens n'auraient jamais acceptées s'ils avaient su ce qui les attendait. Quand le dernier fantôme de l'armée de l'air américaine fut officiellement retiré du service actif en 1996, personne dans les hangars de la base aérienne de Holloman au Nouveau-Mexique ne prononça de discours solennel. Les mécaniciens rangèrent leurs outils, les pilotes rendirent leurs brevets de qualification sur le type, et l'appareil qui avait dominé le ciel pendant 4 décennies disparut des inventaires américains sans fanfare. Mais à l'autre bout du monde, d'autres forces aériennes continuaient de faire voler leurs fantômes avec une intensité qui rappelait les heures les plus sombres du Vietnam. Avant ce retrait définitif, le fantôme avait traversé une dernière guerre américaine dans un rôle que ses concepteurs n'avaient jamais anticipé. Lors de l'opération Tempête du désert en 1991, les F-4G, version spécialisée dans la suppression des défenses aériennes ennemies, opérèrent sous le nom de code Wild Weasel. Leur mission consistait à pénétrer les zones couvertes par les radars de guidage irakiens, à provoquer l'allumage de ces radars pour les localiser, puis à les détruire avec des missiles anti-radiation AGM-45 Shrike et AGM-88 ARM. C'était un travail d'une dangerosité extrême. L'équipage devait délibérément se placer dans le faisceau d'un radar ennemi, rester suffisamment longtemps pour obtenir un verrouillage de tir, puis tirer et s'échapper avant que le système de défense irakien réagisse. Les F-4G réalisèrent plus de 2500 sorties pendant ce conflit, neutralisant une partie significative du réseau de défense aérien irakien et ouvrant des corridors sûrs pour les appareils d'attaque plus modernes qui suivaient. Un avion conçu dans les années 50 ouvrait la route au F-117 Nighthawk et au F-15 Eagle en 1991. Israël constitua probablement l'utilisateur étranger le plus intensif et le plus exigeant du fantôme. Les forces aériennes israéliennes reçurent leur premier F-4 en septembre 1969 et les engagèrent immédiatement dans la guerre d'usure contre l'Égypte le long du canal de Suez. Lors de la guerre du Kippour, en octobre 1973, les fantômes israéliens se retrouvèrent face à une concentration sans précédent de missiles sol-air soviétiques SA-6, un système pour lequel ils ne disposaient initialement d'aucune contre-mesure électronique efficace. Les pertes furent lourdes dans les premiers jours du conflit. Les équipages israéliens adaptèrent leur tactique en urgence, volant plus bas, utilisant le terrain comme protection, modifiant leur profil d'approche heure par heure pour réduire leur exposition aux missiles. Cette adaptation forcée coûta des appareils et des hommes que l'état-major israélien n'avait pas prévu de perdre. L'Iran représenta un cas encore plus singulier dans l'histoire du fantôme. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi avait acquis une flotte substantielle de F-4D et F-4E pour l'armée de l'air impériale iranienne avant la révolution islamique de 1979. Lorsque l'Irak de Saddam Hussein envahit l'Iran en septembre 1980, ces fantômes se retrouvèrent à former l'épine dorsale de la résistance aérienne iranienne dans des conditions opérationnelles catastrophiques. L'embargo américain, imposé après la prise d'otage à l'ambassade de Téhéran, avait coupé l'Iran de toute source de pièces détachées et de munitions d'origine. Les techniciens iraniens cannibalisèrent des appareils entiers pour maintenir quelques fantômes en état de vol. Des missiles AIM-7 Sparrow furent modifiés à la main dans des ateliers improvisés pour tenter de compenser les stocks épuisés. Malgré ces conditions inimaginables pour n'importe quelle force aérienne occidentale, les fantômes iraniens continuèrent d'opérer pendant des années, infligeant des pertes significatives à l'aviation irakienne équipée de MiG-21 et de Mirage F-1 français.
Au total, 5195 fantômes furent construits entre 1958 et 1979, ce qui en fit le chasseur supersonique le plus produit de l'histoire américaine. 15 nations les achetèrent. Certains de ces appareils volèrent sous 4 pavillons différents au cours de leur existence. Des fantômes américains réformés furent revendus, modifiés, remotorisés et remirent en service des décennies après leur construction initiale. La Turquie, la Grèce, le Japon et la Corée du Sud continuèrent d'exploiter des versions modernisées bien après que les États-Unis eurent basculé vers le F-15 et le F-16. Ce fut finalement au-dessus de la Turquie que le fantôme accomplit l'un de ses derniers actes marquants en tant qu'appareil de combat actif. En juin 2012, un RF-4E de reconnaissance de l'armée de l'air turque fut abattu par un missile sol-air syrien au-dessus de la Méditerranée orientale, provoquant une crise diplomatique majeure entre Ankara et Damas. Un avion dont la conception remontait à l'époque d'Eisenhower venait de déclencher un incident international au XXIe siècle. Aucun ingénieur de McDonnell Aircraft Corporation, en 1952, n'aurait pu imaginer que leur machine, née de refus successifs et de compromis permanents, serait encore capable de changer le cours des événements 60 ans après ses premiers plans. Si cette histoire du fantôme vous a captivé, laissez un commentaire pour dire quelle bataille vous a le plus marqué. Likez cette vidéo pour soutenir le travail de recherche derrière chaque épisode et abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires sur les machines qui ont changé le cours des guerres du XXe siècle.